On est ensemble pour le 10h midi avec aujourd'hui Jacques Miard. Bonjour Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Oh là là, il est en forme. Tony Truant. Qu'est-ce que tu crois? Bah oui, toujours. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour Valérie. Bonjour Alexis Valérie. Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mercredis matins pour l'édito politique de Sud Radio. Bonjour. Et puis Catherine Evrard, bonjour. Vous êtes chasseur de tête, de dirigeant. Vous êtes présidente fondatrice de CE Consultants. On est ravis de vous accueillir ce matin. Emmanuel va parler. Va parler à 20h ce soir. Quelle piste? Que va-t-il dire? La pitié de l'Élysée. La pitié de l'Élysée, absolument. La journée va être longue. On va revenir sur les fêtes. Toute cette attente. Faut-il sanctionner durement les fêtes sauvages et puis les entreprises qui ne respectent pas le télétravail? On va en parler. Ça tombe bien que vous soyez là, Catherine Evrard. Et puis les conséquences aussi du télétravail. Beaucoup de gens ne sont pas allés au bureau depuis quasiment un an. Petit tour de table de ce qui a marqué votre attention aux uns et aux autres. Je vais commencer, juste un coup de cœur pour Plantu et Willem, deux dessinateurs de presse qui arrêtent aujourd'hui, qui prennent leur retraite. Plantu, c'était la une du Monde. Il va être remplacé par des dessinateurs de Cartooning for Peace, donc du monde entier. C'est des gens qu'il a mis en place, absolument. Et puis Willem, Libération, qui consacre... Plantu, oui Valérie, il faut dire que ce journal du soir que vous citez, c'est le journal de Plantu à supplément politique. C'est que si on achetait véritablement Le Monde, c'est pas pour être informé, c'est pour regarder le dessin de Plantu qui calait les choses. Voilà. C'est pas faux du tout, mais bon. Donc Plantu et Willem qui est un immense dessinateur Il faut acheter le Libé d'aujourd'hui parce qu'il est entièrement fait avec les dessins, 40 ans de dessins de Willem. C'est incroyable, plus l'interview et puis pas mal d'hommages qui lui sont rendus d'autres dessinateurs, de la politique. Et c'est Corinne Coco, dessinatrice de Charlie Hebdo, qui va reprendre le dessin quotidien. Nicolas, un mot? Oui, c'est une génération qui s'en va, qui a nourri, je suis assez d'accord avec monsieur le maire, Jacques Miard, qui a nourri des étudiants, des femmes et des hommes depuis des années. Et effectivement, souvent, on ne lisait dans le journal Le Monde que le dessin. Il faut l'avouer. Mais alors, il y a peut-être une petite différence entre Plantu et Willem. C'est quand même, c'est pas du tout le même genre. Il y a une parole très libre chez Willem. Et Plantu était peut-être un peu plus corseté, non pas par lui-même, mais par la rédaction. On sait d'ailleurs, il s'en est exprimé que ça devenait de plus en plus difficile pour lui de faire son dessin quotidien dans Le Monde. Moi, je retiens surtout que les caricaturistes, que les dessinateurs sont menacés aujourd'hui. Ils sont menacés, on le sait, par la folie terroriste, islamiste, mais ils sont aussi menacés par l'industrie de la presse qui leur fait de moins en moins de place. C'est vrai. Pour plein de raisons. Et on voit que le New York qu'il faut Times considérer que ce sont des journalistes comme les autres. Ce sont des journalistes comme les autres et qu'ils ont toute leur place dans les rédactions. Et c'est important que dans l'IB comme dans Le Monde, il y ait toujours une place pour ces dessinateurs. Oui, il y aura cette place. On rappelle que le New York Times a décidé de supprimer les dessins. Vous regardiez le dessin du Monde, Catherine? De temps en temps, mais surtout nous avons beaucoup lancé de BD quand je dirigeais Actuel. Oui. Non, c'est vrai dans les années 80, c'était quand même notre tasse de thé quotidienne. Alors, Alexis, coup de gueule. Oui, un coup de gueule sur le changement de nom du vaccin AstraZeneca, comme s'il n'y avait pas d'autres priorités. Bien vu, c'est drôle. Les labos, quand même, sont incroyables. Donc, comme il y a péril en la demeure, c'est quand même une perte d'image assez terrible compte tenu de l'arrêt, puis la reprise, les autorités médicales, enfin, les soucis. Alors, souci thrombose veineuse qui viendrait peut-être d'une mauvaise injection du vaccin. C'est sorti ce matin. Oui, il y aurait peut-être le vaccin dans le sang qui ferait qu'il y aurait des thromboses. Et donc, il faut faire attention à la façon dont on administre le vaccin. C'est peut-être pas le vaccin lui-même qui poserait le problème. Donc, des enquêtes sont en cours. Mais c'est important à souligner. Mais au-delà de ça, donc ils sortent un nom. Alors, ils ont payé très cher une boîte de marketing, j'imagine. Le nom est imprononçable. C'est Vaxrenia. C'est un mot compte triple au Scrabble. C'est un mot internet.
national, si je comprends bien. Imprononçable. Et donc voilà, je me disais, et donc ils vont changer les boîtes. Enfin, on imagine tout ce qui se met en branle derrière pour faire ça. Et je me dis, mais c'est quand même dingue, en pleine épidémie, pandémie mondiale, les mecs, donc ça à faire, changer le nom de leur vaccin. Bon, ça m'a un peu choqué. Alors, il s'appelle désormais le Vaxzevria. Non. Vaxzevria. Vous avez Vaxzevria, c'est ça. Vaxzevria, ouais, il y a le mot zèbre en plus. On a tout de suite plus confiance. Le ou la Vaxzevria, parce que c'est... Je ne sais pas. Catherine Evrard, vous, c'est un coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule sur l'ingratitude de la fonction de maire. Ouais. En 2020, 1276 menaces ou agressions ont été enregistrées à l'encontre des maires ou de leurs adjoints, soit 3 fois plus qu'en 2019. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. Pour aider les élus à faire face aux insultes, menaces, etc., on a le GIGN a mis au point une formation de 4 heures développée par la cellule donc, de GIGN en accord avec les maires de France. Ouais. Et alors, inutile de vous dire que les formations affichent déjà complet. Mais où en sommes-nous ? Qui aurait dit il y a quelques années qu'on allait en arriver là, franchement ? Alors, certes, la diversité des opinions, vous savez bien que de cette diversité peut sortir des choses intéressantes, mais à condition que des opinions soient exprimées, ce qui n'est pas le cas. Et je vais entendre déjà certains justifier ces chiffres par la détresse des gens. Je trouve que la France a fait des progrès dans ce domaine et on aide pas mal quand même les gens. Moi, je trouve atterrant qu'on en soit arrivé là, je vous le dis franchement, c'est mon coup de gueule. J'ai entendu hier le maire d'un petit village de La Salle dans les Cévennes qui dit qu'il habite ce village depuis qu'il est tout petit et qu'il n'avait jamais su qu'un maire s'était fait agresser. Monsieur le maire, vous confirmez, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Cela étant, effectivement, il y a une dégradation générale, mais c'est la dégradation générale de la société, de l'autorité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire agresser, ça m'est déjà arrivé, mais il faut garder son calme. Et de là à suivre des cours de self-défense, c'est une question, je dirais aussi, vous savez, l'autorité, c'est une dimension naturelle. C'est une formation, monsieur le maire, c'est pas un cours. Non, mais vous savez, dans les entreprises, il y a des boîtes à idées, il y a comment on éteint un incendie, c'est un peu pareil. Il faut se rappeler que la fonction de maire dans les mandats politiques reste parmi nos concitoyens la fonction la plus respectée. Alors qu'il y ait toujours un certain nombre de zozos qui ne la respectent pas, c'est possible. Pour ce qui me concerne, peut-être qu'en sortant de cette émission, je me ferai agresser, j'en sais rien. Mais ce qui est possible, c'est qu'il faut garder son calme. Et c'est une question d'autorité. Vous savez, quand vous dites aux gens très fermement un certain nombre de choses, sauf si c'est des bandes, ils vous respectent. Oui, absolument. Mais il n'empêche qu'il y a quand même eu 68 actions personnalisées et 63 véhicules vandalisés. Mais merci de défendre la fonction des maires, madame. Absolument. Je les défends. Allez. Vous êtes quand même des gens très dévoués, il faut vous défendre. Jacques Miard, coup de gueule. Oui, alors c'est un coup de gueule qui rejoint, je dirais, mes anciennes amours lorsque j'étais au ministère des Affaires étrangères et que je continue à suivre. C'est les relations qui sont en train de se tendre aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis en Asie. Il y a toute une série de faits qui montrent qu'il y a une tension qui est exacerbée. Il y a des analyses que la Chine veut avoir une flotte de pratiquement 400 navires. Les États-Unis répondent en se réarmant également dans le Pacifique. C'est une zone qui doit être suivie. Et j'invite le gouvernement français, bien évidemment, à être ferme, parce qu'on a eu un certain nombre de diplomates chinois qui ont attaqué des experts français, mais aussi à avoir une voix, je dirais, indépendante. Parce que ce qui est en train de se passer dans le sud-est asiatique, la Chine est rentrée dans une période d'hubris, il faut le savoir. L'actuel dirigeant pète les plombs, il est en train de mettre je dirais, sous tutelle policière Hong Kong, mais il faut se garder parce que si jamais ça tourne au vinaigre, ça risque d'être extrêmement nocif pour tout le monde. Donc là, il y a une situation à suivre et c'est un coup de gueule en disant attention, l'atome rend sage, mais ne dérapez pas. Alexis Poulain. Il faut souligner que ces deux puissances sont celles qui dépensent le plus en dépenses militaires, en budget de défense, la Chine et les États-Unis. Et puis, pour
temporiser un peu, sur le plan de relance de Joe Biden de 1900 milliards de dollars, 60 milliards vont bénéficier à la Chine en termes d'échanges d'import-export. Donc le commerce remettra ces deux superpuissances, ces deux empires d'accord, je pense. Souhaitons-le. Mais il y a une multitude d'incidents qui se passent, notamment des violations de la zone aérienne, de l'espace aérien de Taïwan. Il y a quand même des actions extrêmement fortes à l'égard d'un certain nombre de nos experts. Il y a des propos inadmissibles de l'ambassadeur de Chine à Paris qui devrait apprendre un peu la retenue. Bon, on se retrouve dans un tout petit instant et il y aura le coup de gueule de Nicolas Corato, l'ironie, on va dire, de Nicolas Corato dans un tout petit instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi avec, pour ce débat aujourd'hui, Jacques Miard, maire LR de Maisons-Laffitte, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve tous les mercredis matins sur Sud Radio dans la matinale. Et Catherine Evrard, chasseur de tête de dirigeants, PDG, fondatrice de CE Consultants. Emmanuel Macron va parler ce soir à 20h. On apprend également que Jean Castex fera une déclaration au Parlement demain avec un débat et un vote. Alors Jacques Miard, vous allez nous expliquer, peut-être nous dire ce sur quoi on peut faire voter le Parlement, et puis revenir sur adouber ce qu'aura dit la Piti, puis c'est tout. Voilà, mais bon, on va en reparler et puis sanctionner les entreprises qui ne respectent pas le télétravail. Vous l'appelez la Piti, d'autres ont d'autres termes très élogieux, n'est-ce pas, Nicolas Corato, votre coup de gueule ou coup d'ironie? Oui, ça pourrait être un coup de gueule pour la capacité de la courtisanerie qui a lieu chez certains ministres. Alors, j'ai les mêmes lectures que Monsieur le maire, c'est-à-dire que un journal du soir a repris la citation de Jean-Michel Blanquer, qui est ministre de l'Éducation nationale. Vous savez, ce ministre qui est en charge notamment, en ce moment, de gérer l'épidémie dans les établissements scolaires, et qui déclare donc, c'est entre guillemets, le président, donc j'imagine que c'est le président Macron, a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne, et au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces compliments ont même déplu au château. C'est-à-dire à quel point, je pense, qu'il a passé le mur du son. Vous savez, le mur du son avec le CCD qu'utilise beaucoup le canard enchaîné, puisque les conseillers à l'Élysée ont réagi ce matin dans le Figaro en disant que c'était de la flagornerie, qu'en ce moment, ça moquait un tout petit peu de hauteur. Et c'est vrai que parce qu'il y avait d'autres citations dans l'article du Monde, puisque c'est le Monde dont il s'agit. En privé, ses proches se montrent impressionnés par la maîtrise. Ça, c'est pas des guillemets, c'est le journaliste du Monde qui dit en privé, ses proches se montrent impressionnés par la maîtrise du chef de l'État qui a suivi de multiples travaux de recherche sur le sujet du coronavirus. Sa capacité à challenger le ministre de la Santé, Olivier Véran, ou les scientifiques autour de la table est également mise en avant. On est en Chine, là. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué beaucoup, c'était les guillemets de Jean-Michel Blanquer. Après, il y a les mots qui sont rapportés de ses conseillers. C'est vrai que ça fait un peu communiqué de presse de la Pravda ou de l'agence de presse de la Corée du Nord sur les capacités du grand timonier, n'est-ce pas, à s'emparer de tous les sujets du monde. On a l'impression d'être dans un autre pays. Au-delà de l'ironie ou de l'humour qu'on peut mettre derrière ça, moi, je note quand même cette fascination toute française chez nos élites de l'intelligence supérieure. Alors, on se souvient du plus brillant d'entre nous pour Alain Juppé. C'est nécessairement un esprit supérieur qui a écrit l'attestation qu'on nous a proposée il y a 15 derniers jours, je pense. C'est un esprit très supérieur. Mais cette fascination pour l'intelligence, moi, m'interroge. C'est-à-dire, je pense que peut-être qu'on aurait besoin d'un peu moins de gens intelligents, d'un peu pour moins une forme d'intelligence, monsieur, pas pour toutes les intelligences. Peut-être un peu plus d'esprit pratique, au pluriel, d'ailleurs. Et que cette fascination de nos élites pour les intelligences pures, moi, commence à me fatiguer, mais surtout, on commence à en ressentir les conséquences dans notre vie au quotidien, notamment quand il s'agit de gérer des crises. Donc, un peu moins de compliments, peut-être un peu moins de fascination pour l'intelligence, et un peu plus d'intelligence collective nous ferait du bien. Une petite dernière phrase. On peut imaginer Jupiter, l'œil sur un microscope, et regarder les Gaulois réfractaires. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'il va pouvoir véritablement continuer comme ça. Peut-être que les paroles de Blanquer étaient au prendre au second degré
et qu'elles étaient en réalité légèrement cinglantes. Oh, je ne sais pas, parce que tout l'article était du même tonneau. Un autre proche disait « Il consulte toutes les études dès qu'elles sont publiées, au point que parfois le président peut en évoquer une avec les experts en face de lui qui ne l'ont même pas lu. » Donc, rendez-vous compte. Cela nous voilà rassurés. Oui, on est rassurés qu'elles se contredisent, on n'est pas avancé. Non, on n'est pas très avancé. Donc, ce soir, le président de la République, après nous avoir... Donc, hier, on a évoqué, il va parler dans 15 jours. Finalement, hier soir, on nous dit, il va parler peut-être demain. Ce matin, à 9h, il va parler ce soir. Au mur, dans tour le de mur. vis. Non, mais et alors, il va jouer le rôle du gentil ou le rôle du méchant ce soir? Qu'est-ce que vous en pensez? 20h, le président de la République, ça n'annonce pas des choses très réjouissantes. Mais en même temps, il est en campagne, donc il faut faire attention. Donc je pense que s'il prend la parole, c'est pour dire des choses quand même positives. Soit une arrivée massive de vaccins, une accélération de la campagne de vaccination, peut-être des dates. Parce qu'on attend toujours des dates de réouverture ou de choses comme ça, au moins fixer un cap. Je ne le vois pas prendre la parole uniquement pour dire on va fermer des écoles, point. Au revoir, merci. Ça, il le laisserait à Castex, gentiment, en disant le Premier ministre. Moi, ce que je lui demande, c'est de nous laisser un peu de préavis sur ces annonces, parce que du jour au lendemain, c'est odieux. Oui, c'est ce qui s'était passé l'année dernière. 55e Conseil de défense aujourd'hui. C'est un par semaine. Ça fait 1 an que tout est couvert par le secret défense, où un homme décide pour tout un peuple. Ça s'appelle l'Ancien Régime. Oui, Jacques Miard. Oui, bien sûr. Bon, d'un autre côté, il faut aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités. Et s'il limite la liberté des Français, il passera bien sûr obligatoirement par le Parlement. Donc ça va prendre encore un certain nombre de temps. Mais je pense que sur la base de textes qui ont été votés, notamment l'urgence sanitaire, il peut agir. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas vu, je dirais, la montée en puissance de la dégradation. Et c'est là où il y a un problème politique, parce qu'il a fait une sorte de pari, et ce pari se révèle être erroné. Et c'est là où les Gaulois réfractaires vont ruer dans les brancards à juste titre. Oui, Nicolas Corato. Oui, c'est l'exercice auquel on est désormais habitué du président thaumaturge, auquel on va assister ce soir. C'est-à-dire, je maîtrise, j'ai un dialogue, j'ai un contact permanent avec le virus. C'est lui contre moi sur un ring, et cette fois-ci, je donne telle inflexion, un coup à droite, un coup à gauche, un uppercut, et puis on verra bien comment tout ça se passera. Moi, je note quand même que depuis le 29 janvier, et moi, je ne veux pas me positionner sur le fond, parce que je suis incapable de dire si son pari était le bon, et peut-être que d'ailleurs, l'avenir lui donnera raison. Depuis le 29 janvier, on aurait eu le temps d'organiser un débat national sur justement ces options qui étaient sur la table. Parce que ces options, elles sont sur la table depuis les fêtes. Il a pris une décision le 29 janvier. Entre le 29 janvier et le 1er avril, on avait le temps institutionnellement de faire travailler la démocratie sur les options qu'on pouvait présenter aux Français, quitte à laisser ensuite l'exécutif trancher. Je suis quand même très scandalisé que le débat au Parlement ait lieu après les annonces. Il va débattre de quoi, le Parlement? Il va voter sur quoi? Quelles options il va pouvoir présenter? Ça veut dire que là aussi, ces quelques centaines de cerveaux qui ont été élus par les Français n'ont aucune possibilité d'infléchir le cours des choses. Moi, je trouve qu'on a perdu une occasion démocratique depuis le 29 janvier de réfléchir à la manière de gérer cette crise dans les nouvelles conditions qui sont les nôtres. Mais est-ce que c'était vraiment possible typiquement aujourd'hui, attendez, mais regardez, il y a des débats. Est-ce qu'on ne lui aurait pas reproché quand on demande, quand il y a des citoyens qui sont tirés au sort, quand il y a des consultations citoyennes, on dit... Là, on parle de la représentation nationale, je ne vous parle pas de gens qui sont tirés au sort. On parle de nos représentants. Là, quand même, on a l'impression, depuis le 29 janvier, mais même depuis 1 an, et je rejoins sur ce que disait Alexis Poulain, que notre destin est entre les mains d'un seul homme, qui décide seul, peut-être avec quelques avis qu'on ne connaît pas, qui la plupart du temps ne sont pas rendus publics, d'infléchir ou pas la politique face à la crise sanitaire. Moi, je redis qu'entre le 29 janvier et aujourd'hui, il y avait toutes les conditions requises pour mettre beaucoup de gens autour de la table, pour discuter, pour débattre de manière transparente des options qu'on pouvait présenter au pays. Sans politiser le sujet, surtout. Oui, mais peut-être, ou alors en politisant le sujet, parce que c'est aussi un sujet politique. Oui, Nicolas a raison sur un point. La première victime aujourd'hui de cet état de fait, c'est la démocratie représentative que Jupiter a tuée. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il l'a fait concurrencer par des gens soi-disant tirés au sort qui sont que des militants, alors que la démocratie représentative, c'est une question d'équilibre des pouvoirs.
Absolument. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est extrêmement grave ce qui vient de se produire. Alors, il ne faut pas ensuite s'étonner que de toute façon, il va focaliser contre lui toutes les critiques, sans exception. Oui. Allez, on marque une pause et on continue ce débat. 0826 300 300 si vous voulez réagir sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Emmanuel Macron donc va s'exprimer ce soir. Il va parler pour nous dire quoi, on ne le sait pas encore. Olivier Véran, Jean Castex demain devrait prononcer un discours devant la représentation nationale et demander un vote. Alors quel vote, sur quel sujet? On en parle avec vous aujourd'hui. 0826 300 300. Catherine Ovrard, est-ce qu'on aurait dû avoir plus recours, comme le disait Nicolas Corato, à la représentation nationale, au Parlement, à l'Assemblée nationale? Attendez, évidemment, c'est quand même un sujet national. On va arrêter de tirer au sort des on ne sait pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas comment ils sont tirés au sort. C'est souvent un peu politisé en prime. Moi, je ne comprends pas. Et surtout, les blablatages et les réunions permanentes sans avancer, moi, franchement, me cassent les pieds. On n'avance pas depuis un an. On n'avance pas, c'est compliqué, c'est partout dans le monde, c'est tout le monde entier. C'est très compliqué, mais les stop and go permanents sont encore plus compliqués. On ne sait pas où on va, on ne comprend rien. Alors, Jacques Méhard, qu'est-ce qu'il va... je ne vais pas vous demander, vous n'êtes pas Madame Irma, mais qu'est-ce qu'on peut demander à la représentation nationale demain? Sur quoi on peut la faire voter? Pas la fermeture des écoles. Non, mais s'il y a effectivement des décisions pratiques à mettre en œuvre qui dépasse le texte sur l'urgence sanitaire, il faut que le Parlement se prononce et qu'il a le droit, jusqu'à nouvel ordre, d'amender le projet du gouvernement. Ensuite, ça passe au Sénat, même si c'est une procédure accélérée. Donc, il faut très clairement que l'Assemblée nationale se prononce et que la situation sanitaire ne dépend pas ni pour le climat, ni pour l'affaire de la lutte contre le Covid, de gens qui sont sortis, qui ont été nommés au comité Théodule. Donc, le Parlement est le cœur même de la démocratie représentative et il doit faire son rôle. Alors, un parlementaire, il est élu, il représente la nation. Et sa première fonction, c'est d'être capable de dire non. Parce que s'il dit toujours oui, comme dit Antigone, l'esclave dit toujours oui. Or, aujourd'hui, on a une Assemblée nationale hologramme qui ne représente à peine elle-même, qui a été choisie dans des conditions farfelues parfois pour siéger au Parlement, et en dehors de quelques têtes, ce sont des suivistes, n'est-ce pas? C'est pas autre chose. Donc il est grand temps qu'ils se réveillent. De toute façon, sinon ils seront balayés aux prochaines élections. Mais sur quoi concrètement on peut les interroger demain par rapport à la situation sanitaire? Tout ce qui peut être une atteinte aux libertés publiques, tout ce qui va peut-être vous gêner dans votre possibilité d'aller et venir, et qui va vous obliger à faire un certain nombre de choses, je ne sais pas encore aujourd'hui. Attendons, je dirais, la révélation de ce président qualifié à juste titre par Nicolas de grand génie, non pas des Carpates, mais de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Monsieur le maire, quand même, moi j'ai une difficulté par rapport à ce vote. Vous le dites fort justement, ce vote n'aurait de sens que s'il y a de nouvelles restrictions proposées par le gouvernement aux libertés fondamentales, publiques, collectives. Mais ce Parlement a déjà voté un état d'urgence sanitaire qui restreint énormément les libertés fondamentales en France. Donc moi je trouve, si pour le coup c'est ça le sujet du vote, moi je suis très inquiet parce que est-ce qu'on peut aller encore plus loin en matière de restrictions? Moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui l'exécutif a toute la palette lui permettant de restreindre nos libertés les plus fondamentales. Donc je voudrais bien savoir ce qu'il reste à gratter en termes de, pardonnez-moi l'expression, en termes de libertés fondamentales. Oui, alors la question se pose. De toute façon, il y a un principe constitutionnel cette fois-ci, c'est que c'est la proportionnalité, parce que par rapport, les libertés publiques sont des valeurs, sont des principes constitutionnels. Si elles sont complètement, je dirais, mises sous le tapis, ça pose un problème constitutionnel. Donc, voyons, mais ce qui est clair, et vous l'avez à juste titre souligné, c'est que tout dépend
d'un homme qui serait le génie non pas des Carpates, mais de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule des Français. Alors, Alexis, et puis après Catherine Evrard. Je crois qu'ils peuvent encore aller plus loin dans la contrainte. On voit nos voisins, par exemple, où les amendes sont plus élevées. En Belgique, où les policiers peuvent entrer à votre domicile, si vous recevez plus de personnes qu'autorisées. Limiter encore les déplacements. Donc, ça pourrait encore aller plus loin. Donc, effectivement, il faut un contrôle parlementaire. C'est important. À un moment, il faut dire stop. Et puis, il faut voir aussi si ces mesures sont utiles, sachant que ça ne sert à rien de faire ça si, en parallèle, il n'y a pas une campagne de vaccination massive. Ce qui est à peu près... alors là, pour le coup, les soignants sont tous d'accord, les experts sont tous d'accord, et vous le diront, ça ne sert plus à rien de se relayer entre confinement, couvre-feu, gestes barrières, si, en parallèle, on n'a pas une politique sanitaire de grande ampleur. Et aujourd'hui, on a une politique autoritaire, sécuritaire, on a une politique aussi politicienne, parce que tout le monde pense 2022. Donc, quel va être mon bilan? Tout le monde pense aussi responsabilité civile, que ce soit Olivier Véran, dont d'ailleurs... Ou pénal. Pénal, bien sûr. Pénal, pardon. Donc, des ministres qui ont été perquisitionnés. Édouard Philippe aussi, ancien Premier ministre, qui a eu une perquisition. Et j'en passe. Et puis, aujourd'hui, des syndicats d'enseignants qui vont déposer une plainte contre Jean-Michel Blanquer pour non-assistance à personne en danger, ou je ne sais plus quel titre. Donc, on voit bien que ça part dans tous les sens, cette gestion de crise. Mais il n'y a plus rien finalement pour se concentrer sur le fait sanitaire. Oui, Catherine Evrard. Non, mais tout part du politiquement correct. Franchement, c'est parti de là. Et ce que je trouve terrible, c'est que on va pas revenir sur le manque de vaccins, le manque de masques, tout. Les fonctionnaires qui ont mis 3 mois à passer une commande, alors qu'à l'étranger, ils ont envoyé des avions pour chercher les masques. Enfin, mais là, il y a un moment donné, on peut pas aller plus loin dans l'atteinte à la liberté. Ça n'est pas possible. Je veux dire, moi déjà, me forcer à me laver les mains 15 fois par jour, alors que je suis vacciné, par exemple, et m'emmerder sur tous les sujets, je n'en peux plus. À un moment donné, il vaut mieux dire aux Français, restez chez vous, dormez et attendez que ça se passe. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est obligé d'aller travailler. Oui, mais enfin, justement, c'est épouvantable. On est obligé d'aller travailler, mais on n'a pas le droit d'y aller. On est obligé de prendre le métro, mais il faut 15 papiers, 3 machins. Non, attendez, à un moment donné, c'est plus possible. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il cherche, ce gouvernement. Est-ce que il a retardé, on l'a évoqué tout à l'heure, au maximum, le président de la République, le moment de fermer les écoles? Et là, on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que c'est ce vers quoi il va aller, et qui est une forme d'échec pour lui, puisque c'était le mantra de Jean-Michel Blanquer et d'Emmanuel Macron, de laisser les écoles ouvertes. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contamination. Il ne peut pas le faire. Honnêtement, il ne peut pas fermer toutes les écoles. Mais parce que vous bloquez encore plus l'économie. Comment font les gens qui ont des enfants, qui sont obligés de garder chez eux? On a déjà... C'est marrant, j'ai entendu hier, on ne ferme pas les écoles, mais on ferme les cantines. Ouais. Ah ben encore une idée de génie, ça c'est génial. Ouais. Non mais on peut pas, non seulement moralement, vous pouvez pas continuer à demander à des gens qui ont des tout petits appartements, des tout petites maisons, à rester confinés chez eux avec les enfants, etc. Mais pour l'économie, je sais bien que c'est un gros mot, mais c'est vachement grave. Alors honnêtement. Avancer les vacances aussi, c'est une des possibilités. Évidemment, là il va faire une sorte de pont sanitaire avec les vacances de Pâques, en disant on va se débrouiller avec les départements en rouge, les vacances, les zones de vacances scolaires, et puis on va bricoler un truc pour dire qu'on ne ferme pas vraiment et qu'on réagit quand même. Enfin, c'est de la bidouille, quoi. Mais c'est de la bidouille brillante, parce qu'il est brillant, attention. C'est de la bidouille d'énarque. La seule solution, ce sont les vaccinations, ça c'est évident, et c'est là où le gouvernement a gravement péché. Bien sûr. Nous avons tous entendu le secrétaire d'État aux Affaires européennes avouer qu'il n'avait pas eu connaissance, qu'ils n'avaient pas lu les contrats. Et ils ont laissé une commission faire ce qu'elle voulait. Donc ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Vous connaissez mes positions sur l'Europe, tout est à reprendre. Mais il est clair que là, avoir laissé faire le mandataire sans le contrôler, sans voir ce qu'il y avait, c'est une faute rédhibitoire. Oui. Mais attendez, les autotests, parlons-en. Oui. Ça, c'est quand même le comble. On pense que les Français ne sont pas à même de faire des autotests. Mais en même temps, on leur demande de faire de la visioconférence, des cours, sur Internet, enfin des trucs quand même assez compliqués, mais on n'est pas capable de faire des autotests. Tout ça, c'est nous prendre pour des crétins quand même. Oui, mais surtout les autotests, il y a beaucoup d'entreprises qui ont, et ça, on en parle assez régulièrement, il y a énormément d'entreprises qui se sont mobilisées pour trouver des solutions, pour améliorer la vie des Français, et il n'y a eu aucun retour des
différents ministères. Il y a des gens qui ont inventé on l'a interrogé, un chef d'entreprise à Nantes, une machine pour purifier l'air. Il y a des sociétés françaises qui travaillent sur des traitements, des tests, etc. Mais on est dans la com perpétuelle. Et là, voilà, le président vient de tweeter: mes chers compatriotes, je m'adresserai à vous ce soir à 20h. Oui, bravo. Ouais. C'est bien. Super. On avait besoin de. Non, mais voilà. Et tout est à l'envie. Et il faut rappeler qu'une semaine avant ça, excusez-moi, Jacques, juste, je voulais ajouter, une semaine avant d'arriver, on va arriver aux 100 000 morts du virus, Emmanuel Macron faisait appel aux influenceurs McFly et Carlito pour dire: allez, venez à l'Élysée, on va faire une vidéo sympa. Je pense que c'est plus à l'ordre du jour de faire des blagues. C'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est très compliqué, c'est que on l'a évoqué, la difficulté, c'est le sanitaire et le politique. Ce matin, on voit, et dans le Canard enchaîné, et dans le Parisien, des articles sur Martin Hirsch, le président, le directeur de la PHP, donc qui est l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui a laissé faire cette tribune de médecins qui est mise en cause par d'autres médecins. Là aussi, c'est pas compliqué, c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc certains évoquent un jeu politique de Martin Hirsch pour déstabiliser la Macronie. Proche d'Hidalgo, qu'il est proche d'Hidalgo, donc avec dans le viseur l'élection présidentielle. Évidemment. Il est proche d'Hidalgo, il a été haut commissaire quand même dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est quelqu'un de syncrétique, on va dire, Martin Hirsch. Ambitieux. Ambitieux. Et cette crise a montré aussi que le monde de la recherche, le monde médical, c'est pas un bloc. Vous avez là aussi des intérêts, des égos, des jeux de pouvoir. Et je crois que c'est ça aussi qui a miné beaucoup la confiance des Français, de voir que les médecins n'étaient pas d'accord entre eux, qu'on pouvait dire tout et n'importe quoi, qu'il y avait des conflits d'intérêts, et que derrière, c'était pas la santé qui était en ligne de mire, mais l'ego, l'avancement personnel ou toute autre chose. Alors, il y a beaucoup de médecins qui... le monde sanitaire et le monde médical a réconcilié, je dirais, les Français avec le fait que les politiques ne sont pas les pires. Ouais. C'est pas, mais c'est assez juste. Enfin, pour faire une note positive, quand même, quand on part à l'hôpital en ce moment pour la Covid, il me semble qu'on est mieux soigné qu'il y a un an, parce qu'ils ont partout de nouveaux respirateurs, etc. Regardez la pauvre Roselyne, quand même, bon. Et de ce côté-là, on s'est mieux fait. Enfin, ça va mieux, on sauve les gens, les corticoïdes, l'oxygénothérapie, faire une petite note positive quand même. Allez, on marque une pause. Il y a des gens remarquables. Oui, il faut souligner effectivement le travail des soignants et coup de gueule pour les médecins qui s'expriment sur les plateaux, qui n'ont pas vu de patients depuis des années, qui sont des habitués des plateaux et qui se permettent de juger parce que certains sont effectivement les débordés et sous tension. On se retrouve dans un petit instant, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Alexis Poulain, Catherine Evrard, Jacques Miard et Nicolas Corato. Donc nous évoquions les pistes possibles d'intervention du président de la République ce soir, avec cette fermeture des écoles qui est réclamée par Anne Hidalgo, et on évoquait l'aspect très politique donc des décisions qui sont prises, avec dans la ligne de mire évidemment la présidentielle de l'année prochaine. C'est là où les choses, certains disent un billard à plus que 12 bandes. C'est-à-dire que oui, s'il y avait une vraie préoccupation sanitaire, les choses seraient simples. On aurait commandé des vaccins jour et nuit. On n'aurait pas fait des annonces de com jour et nuit. Et des vaccins qui venaient de Spoutnik russe, vaccins chinois, etc. Là où ils sont. Ce que fait l'Autriche, par ailleurs. Ce que va faire l'Allemagne. Mais la France, non, on respecte les règles du jeu européen qui font que c'est la pénurie partout. Là, on voit bien que derrière, il y a à la fois se défausser et se rendre irresponsable d'une certaine façon, en disant j'ai tout fait, mais c'est pas ma faute. Donc, n'êtes pas fautif du fiasco total. Pourtant, des fiascos, il y en a, les masques, les tests, les vaccins, enfin, on peut les multiplier à l'envi. Le gel, le fait qu'en un an, rien n'est avancé, qu'un an après, on se retrouve au même niveau qu'en mars 2020. Enfin, l'échec est flagrant. Et donc, comme il ne faut absolument pas être responsable de l'échec, on se défausse. Alors, le conseil scientifique, qui doit maintenant rendre des avis sur le report des régionales, a dit déberdez-vous, hein. C'est à vous, le politique, de choisir. Ça suffit, on ne va pas faire bouc émissaire. Donc, c'est le jeu de la patate chaude. C'est, je crois, un sport national en France.
il est extrêmement bien représenté avec des sportifs de haut niveau comme Emmanuel Macron et Jean Castex et d'autres. Là, ça atteint sa limite parce que je crois que les Français sont à bout, ils en ont ras-le-bol. Ce qu'ils veulent, c'est un plan, une stratégie et une sortie évidente avec des dates. Des dates. On veut savoir si en juillet on aura des festivals. Mais c'est difficile, ils les ont pas les dates. Ils n'ont pas les dates parce qu'ils n'ont pas les doses. Mais non, mais ils peuvent pas le savoir. Bah si, il pourrait. Regardez, Boris Johnson a annoncé il y a 2 mois que suite à la vaccination, il y aurait la réouverture des bars et restaurants. C'est dans 15 jours. Mais la France ne cesse d'annoncer que ça va aller mieux dans un. Qu'on sera tous vaccinés dans 3 mois. Rappelez-vous, Emmanuel Macron devant les jeunes qui disait il faut tenir encore 4-6 semaines. Je suis assez d'accord avec Alexis Poulain, mais je renverserai le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas d'annoncer les bonnes nouvelles. Le sujet, c'est qu'on n'a pas dit les choses clairement aux Français. Par exemple, on n'a pas dit aux restaurateurs qu'ils ne rouvriraient pas tant que la majorité des Français ne seraient pas vaccinés. On n'a pas dit aux gens de culture que l'inflexion de la politique a eu lieu fin décembre, début janvier. C'est la même chose en Allemagne, où effectivement on mise tout sur la vaccination. C'est certainement une bonne option. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste. Mais derrière, on en a tiré des conséquences politiques qui n'ont pas été expliquées aux Français. On n'a pas dit que tant que la majorité des Français ne seraient pas vaccinés, nous ne reviendrions pas sur une vie normale et qu'un certain nombre d'acteurs économiques seraient toujours à l'arrêt. Ça, je pense qu'on pouvait attendre du président de la République et du gouvernement de nous le dire très simplement, très clairement et de manière très transparente. J'ai un auditeur qui me signale, je ne savais pas que la Serbie vaccine à tour de bras et qu'elle propose de vacciner tous ceux qu'ils souhaiteraient, tous les Européens. Vous avez beaucoup de gens des Balkans et de la Grèce qui vont se faire vacciner en Serbie. Grâce à leur négociation directe avec les laboratoires. Alors ils ont été plus malins que nous. Et Catherine Devra, vous disiez en Martinique aussi. Pareil, en Martinique, comme les Martiniquais ont très peur, je crois qu'ils ont AstraZeneca, personne ne veut se faire vacciner. On en a vacciné 4000 et donc il y a des doses énormes et je vous conseille, si vous n'arrivez pas à vous faire vacciner en France, en plus se faire vacciner au soleil, c'est pas mal. La Serbie. Oui, Jacques Miard, pardon. Oui, tout ça pour dire qu'en réalité, la démarche qu'a choisie Emmanuel Macron, c'est celle de 2022. Et qu'en réalité, toute sa communication est fondée sur cet objectif. Ça, c'est terrible. Vous mettez en parallèle également que c'est un idéologue. Il ne faut jamais oublier qu'il poursuit un certain nombre d'utopies idéologiques, notamment au regard de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas être en porte-à-faux à l'égard de sa vision européenne, qui est le tout Europe. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu, il est passé, vous prenez l'affaire notamment du fameux plan de relance, qui est bloqué actuellement parce qu'il y a un problème juridique majeur. La Cour de Karlsruhe vient de bloquer la signature de l'Allemagne de l'accord, alors que s'il était passé par des accords intergouvernementaux, c'était réalisé. Donc vous avez un homme qui a en tête cette espèce d'utopie idéologique forcenée en matière de construction européenne, que personne ne veut en Europe. Il est le seul. Il est le seul, vous avez raison. Angela Merkel, elle a reconnu ses erreurs et elle avance. Elle a enclenché la seconde. Et d'ailleurs, on peut s'étonner d'une chose, c'est que l'Union européenne n'a pas de compétences subsidiaires en matière sanitaire. Et qu'il y a eu un pari, alors là pour le coup un autre pari, de passer par le couple franco-allemand pour se dire finalement c'est le moment ou jamais, cette pandémie, de positionner l'Union européenne de manière pérenne vis-à-vis de ses concitoyens face à cet enjeu majeur. Et on peut comprendre le raisonnement et peut-être se dire qu'à 27, on y arrivera mieux que chacun de son côté. C'est archi faux. Le pari, aujourd'hui les faits donnent raison à ceux qui ont pris d'autres options. Et finalement, en voulant renforcer l'Union européenne, je pense qu'Angela Merkel et Emmanuel Macron l'ont affaiblie comme jamais. Merkel ne veut pas renforcer l'Union européenne. Merkel a dit très clairement qu'elle avait accepté une dette fédérale pour la pandémie, mais qu'il était hors de question d'aller au-delà. Donc il faut regarder les choses en face. C'est une vision macronienne erronée. C'est assez dramatique. Et donc, comme vous venez de le dire, comme tu viens de le dire, il va y avoir un recul de la conception européenne parce qu'on va se voir, vous savez, c'est le fameux mot de Foch, depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon, parce que c'est hétéroclite, c'est disparaît. Et c'est pour forcer cette volonté intégriste de l'Europe
qu'on va dans le mur. Ouais. Alors, on va peut-être marquer une pause et je voudrais qu'on revienne sur ces fêtes sauvages qui se multiplient. Une fête sauvage qui a réuni hier près de 300 personnes sur les quais de Lyon. 400 personnes étaient dans un parc à Lille. Ouais. Évidemment, les forces de l'ordre ont dû... Enfin, évidemment, non, pas évidemment, parce que j'entends ce que vous allez me dire. On n'a pas eu de mal avec les gilets jaunes. Pour évacuer ces gens, est-ce que c'est irresponsable? Est-ce qu'au contraire, on ne peut pas enfermer les jeunes plus longtemps? Certains disent, on reproche à Emmanuel Macron de traiter les gens comme des enfants. Maintenant, quand on voit ces comportements-là, on peut aussi s'interroger. À tout de suite. Un mot sur ces fêtes sauvages donc, qui se multiplient évidemment avec le beau temps, rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais, a tweeté la préfecture compte tenu de la proximité de la Saône. Ça, c'était à Lyon hier, du danger qu'aurait créé une intervention. Le préfet a demandé aux forces de l'ordre de ne pas intervenir. Sage décision. Oui. Et Catherine Evra. Moi, j'adore la fête, comme vous le savez. Mais enfin, il faut savoir que les jeunes n'ont plus peur de la police. Ça, c'est déjà le point de base. Ensuite, on ne pouvait pas charger, pardonnez-moi de l'expression, proche de la Saône. On refaisait un Nantes bis. Donc, ça n'était pas possible. En revanche, moi, je serais allé à la sortie et je leur ai tous mis quand même une amende. Parce qu'il ne peut pas y avoir de poids, de mesure en permanence, même si les jeunes en pâtissent énormément. Parce qu'ils sont confinés, ils ne sont pas en présentiel, ils n'en peuvent plus. Mais bon, personne n'avait de masque, ils buvaient des coups, c'était un peu exagéré, quoi. C'est un peu un bras d'honneur à tout le monde et à la police en l'occurrence. Et aux médecins. Nicolas Corato. Bon, moi, je suis moins sévère, pas parce que je trouve ça bien, parce que je trouve qu'on est passé dans une autre séquence et dans une autre époque. Je veux dire, on va pas fliquer toute la population française à chaque fois qu'elle sort, boire un verre dehors, avec ou sans masque. Je crois qu'on est passé à autre chose. On a passé le seuil d'acceptabilité. Clairement, le gouvernement nous a même dit que il y a un an, il nous disait de rester chez nous. Aujourd'hui, il nous dit de sortir dehors. Je veux dire, il y a un moment, moi, je comprends aussi qu'on ne comprenne plus les consignes et qu'on n'arrête pas à dire à des jeunes ne faites plus la fête dans les appartements, faites-la dehors. Et j'ai entendu même des membres du gouvernement s'exprimer sur ce sujet. Il faut arrêter de systématiser, de stigmatiser une jeunesse, une population qui, à mon avis, est arrivée au bout de l'exercice. Oui, mais là, ils étaient 300 très serrés. Donc, je vais vous dire, le vrai sujet, c'est quand est-ce qu'on vaccinera tout le monde, quand est-ce qu'on vaccinera les jeunes. Et moi, j'aimerais que l'opinion publique se polarise sur ces sujets plutôt que d'aller prendre des photos de tel ou tel rassemblement. On n'y échappera pas. C'est ingérable en termes de maintien de l'ordre. Et je pense qu'on prendrait les pires risques à essayer de les gérer. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gens qui manifestent de manière pacifique, qui ont juste envie de se retrouver. Et je suis d'accord, c'est pas recommandable, c'est pas bien, c'est pas le format. Mais ces gens-là n'étaient pas en train de manifester contre le gouvernement. Je mets juste en garde le fait que on peut très vite passer de manifestations festives à des manifestations qui le seront beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est ce que nous disent un certain nombre d'auditeurs et qui, Sacha, qui nous parle du pouvoir d'achat qui a énormément baissé pour un très grand nombre de Français, des gens qui ont perdu leur emploi. Donc c'est vrai que ces manifestations étaient bon enfant, mais on comprend aussi qu'elles puissent choquer les... Vous êtes verbalisé en permanence en ce moment parce qu'il y en a de plus en plus. 135 €. Jeune, pas jeune, si vous n'avez pas de masque... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit ressenti quand même un peu spécial de faire ça. On ne va pas s'opposer les uns les autres sur ce sujet. Jacques Miard, vous feriez quoi s'il y avait un rassemblement chez vous? Deux remarques à faire. Premièrement, la sagesse du préfet qui n'a pas joué, je dirais, les matraqueurs. Ça, bravo. Et effectivement, ce serait très mal cerné. Deuxièmement, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve effectivement qu'il y en a ras-le-bol. Ça prouve que la notion d'autorité n'est plus reconnue en tant que ordonnancement naturel des choses, comme le disait Chateaubriand. C'est ça la liberté. Il analysait la liberté comme le libre consentement de l'ordonnancement des choses. Et donc là, vous avez effectivement un ras-le-bol qui nous vient depuis longtemps. Et tout se passe comme si effectivement tous les Français, et ça se comprend, ont aujourd'hui décidé non, on n'accepte pas ces oukases qui viennent d'en haut parce que, on ne les comprend plus, parce qu'ils sont à l'encontre de ce que nous croyons fondamentalement. Donc, c'est là où il y a un problème, c'est extrêmement grave, parce que ça montre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conscience collective d'un certain nombre de décisions. Et que le gouvernement peut dire tout ce qu'il veut,
il prêche dans le désert. Et c'est sur ce point précis. Parce que moi, j'avais cru comprendre à un moment qu'on allait peut-être retrouver un sentiment de sens collectif. Et on voit aujourd'hui que ce sens collectif, il n'est pas là parce que le gouvernement a choisi la méthode de la communication à outrance pour se faire valoriser, alors qu'il s'est planté. Alexis ? Je suis tout à fait d'accord. On a déjà un déficit de légitimité catastrophique dans l'élection de 2017, qui fait qu'au lieu de se faire humble, Emmanuel Macron a cru qu'il était élu par toute la population française, ce qui est loin d'être le cas. Et il applique un programme, d'ailleurs, qui lui a mis beaucoup de la population à dos. Crise sociale après crise sociale, réforme inachevée après réforme inachevée. Il a été élu sur des slogans. Oui, et puis c'est vide. On voit bien que c'est une coquille vide où la communication est primordiale. Tout est communication. Je le disais tout à l'heure, un tweet pour dire qu'il va parler à 20h, le fait qu'on parle pendant 3 jours pour savoir s'il va parler, avec en plus une pratique archaïque du pouvoir. C'est-à-dire qu'il se prend pour le roi Soleil, là-bas à l'Élysée. Il est dans le bunker des derniers jours, coupé de la réalité. Dès qu'il fait une sortie, ça se passe mal. Donc du coup, il faut le cacher, éviter. Alors c'est Potemkin, hein. On est dans un pays Potemkin pour le président, ça doit bien se passer. Et puis pour les Français, coupés de cette légitimité, ils n'en ont plus rien à faire finalement de ce que raconte Emmanuel Macron à 20h, à 21h, à 22h30. Sauf si ça impacte l'inflation communicationnelle. Mais oui, mais même ça, je crois que le ras-le-bol est arrivé. Et c'est pour ça que s'il décrétait un confinement dur comme en mars 2020, il ne serait pas respecté du tout. Je crois que ça y est, on est passé dans le stade de la désobéissance civile, tout simplement parce que on n'y croit plus, parce qu'on n'écoute plus. Quand je dis on, c'est une grande partie de la population. Il y a un vrai ras-le-bol. On parlait de la jeunesse, qu'on n'a plus rien à faire, qui a beaucoup perdu. Les jeunes qui étudient cette année, qui sont enfin, je donne cours à distance, c'est pas joyeux. Non. C'est vraiment pas une année facile. Ça fait 1 an que ça dure. On aimerait simplement en sortir. Et quand on voit que empêtré dans la magnificence de la cour, le faste de l'Élysée, on nous sort des oukases 1 semaine sur 2 en disant alors on sort, on rentre. Ah non, Jacques a dit attention, on sort avec un parapluie aujourd'hui. Franchement, on va sortir comme on veut. On va prendre des apéros le long de la Saône, le long de la Seine et ailleurs parce que on en a ras-le-bol. Voilà. Ouais. Je voudrais qu'on parle des entreprises. C'est la ministre du Travail qui a durci le ton vis-à-vis des entreprises qui ne respectent pas le travail à domicile, le télétravail. Légalement, le gouvernement ne peut pas l'imposer. Elle dit, Elisabeth Borne, on n'est pas dans l'incitation, je veux être très clair. C'est une obligation. Il y a une obligation de l'employeur de protéger la santé de ses salariés. Donc, c'est ce qu'elle demande. De nombreuses entreprises visiblement, n'ont pas encore appliqué ces consignes. Quel est le constat, Catherine Evrard ? Le constat est très simple. Si vous avez une start-up ou que vous êtes dans l'informatique ou dans des secteurs où, au contraire, ça fait déjà des lustres que les gens travaillent chez eux, c'est très simple. Maintenant, elle ne peut pas imposer. Quand vous avez un bureau, que vous devez rencontrer des gens, moi, dans mon métier de chasseur de tête, de dirigeant, je veux bien tout ce qu'on veut, je peux faire toutes les visios du monde, mais à un moment donné, il faut que je rencontre les gens. Je ne vais pas présenter un dirigeant sans l'avoir jamais vu. Bon, ça, c'est le sujet. Et de toute façon, il faut nous laisser autonomes, il faut nous laisser de l'autonomie. C'est insupportable qu'on vienne me dire au patron vous devez fermer, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. On est assez grand pour le faire. Je peux vous dire que les entreprises vraiment écoutent beaucoup le gouvernement et font très attention. Maintenant, de là à fermer tout et à bloquer toute l'économie en France, c'est n'importe quoi. Vous ne ferez pas fonctionner une crèche, vous ne ferez pas fonctionner une crèche avec du télétravail. Bien sûr que non. Vous ne nettoierez pas la ville avec du télétravail. Donc, il y a un moment, il ne faut pas avoir... C'est toujours la même chose. On édicte un certain nombre de normes générales, impersonnelles et non objectives, et ensuite on dit non, tout le monde rentre là-dedans. Ben non, il faut du pragmatisme, et c'est inutile de dire... Il y a certains secteurs qui se prêtent très facilement au télétravail, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. Je plains également les gens qui vont faire que du télétravail, parce qu'on a bien vu derrière qu'il y a une sorte d'aliénation qui se met en place. Peut-être 3 choses sur ce sujet. D'abord, dire que
fermer les écoles, de toute façon, c'est imposer le télétravail, de fait, de manière très pragmatique. C'est-à-dire que, et on voit bien que le gouvernement, derrière la fermeture des écoles, a aussi ça en tête. Ouais. Deuxièmement, moi, je suis quand même surpris depuis le début de la pandémie de ce débat juridique sur l'impossibilité pour le gouvernement d'imposer le télétravail. Quand je vois ce qu'il a imposé aux personnes physiques que nous sommes, je suis quand même étonné que vis-à-vis des entreprises, on n'arrive pas à trouver un véhicule législatif ou un biais pour imposer quoi que ce soit. Je ne le souhaite pas, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je m'étonne quand même de ce débat. On ne peut pas le faire pour les entreprises, mais on l'a quand même fait pour les êtres humains. Mais encore une fois, je vois bien, et pardonnez-moi monsieur le maire, mais c'est une petite tendance un peu gauchiste, mais je trouve attendez, que sur ce sujet-là, c'est étonnant. Les malades, c'est étonnant qu'on ait pu imposer autant de choses à des êtres humains et si peu de choses à des entreprises. Non, mais enfin, la troisième chose, pardonnez-moi Jacques Niard. Allez-y, Nicolas, pardon. La troisième chose, c'est quand même que on se pose beaucoup de questions sur les salariés qui sont en télétravail. Je trouve assez peu sur ceux qui n'y sont pas ou qui ne peuvent pas y être. Ouais, et que les principales victimes du Covid, on le sait, il faut dire les choses de manière très cash, ce sont les vieux et les pauvres. Ouais. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas accès au télétravail ou qui ont des tâches qui ne leur permettent pas d'échapper d'une certaine manière à la confrontation physique de jour en jour. Ce sont les mêmes qu'on va confiner dans des petits appartements demain parce que, de fait, leurs enfants ne seront plus à l'école. Ce seront les mêmes qui ne pourront plus garder leurs enfants parce qu'ils n'ont pas des modes de garde et qui vont retrouver leurs enfants gardés par les dealers en bas des blocs ou par d'autres individus. Ce sont les mêmes pour qui le repas à la cantine, c'est souvent le seul vrai repas que font leurs gamins dans la journée. Et ceux-là, on va leur dire, ne mettez plus vos enfants à la cantine. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le gouvernement devrait aussi se focaliser sur cette situation-là. Ceux qui sont les fameuses premières lignes qu'on a... Mais il n'y a pas que les pauvres qui sont les victimes ou qui seraient, je dirais, les non-bénéficiaires du télétravail. Un conducteur de métro, je suis désolé, il est très bien payé et il ne va pas faire ça en télétravail, sauf sur la ligne 13 où tout peut être comme automatisé. Les autobus, comme les trains. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut se garder d'édicter des oukas généraux et il faut laisser un peu la liberté à chacun d'organiser sa vie, bon Dieu. On est quand même pas en dictature, pas encore. Moi, je crois, effectivement, il faut un peu de bon sens et de responsabilité. C'est ce que vous venez de dire. D'abord, tracer, isoler, tester. Donc, c'est à partir du moment où on a un salarié malade, bon, il ne vient pas. Voilà, mais pour ça, il faudrait que toute la politique sanitaire ait été mise en place depuis un an. Ce n'est pas le cas. Donc, on se retrouve avec des solutions à la hache, qui sont le confinement, le couvre-feu, le télétravail pour tous, enfin, et qui ne sont pas des solutions de long terme. On le sait bien. Et d'ailleurs, le gouvernement lui-même en souffre en disant « Ah oui, les ministres ne se connaissent pas entre eux ». C'était un article du Figaro aujourd'hui où il disait « C'est vrai, on ne se voit pas souvent ». Alors, c'est quand même le gouvernement qui nous coûte le plus cher de la 5e, le gouvernement Castex. Et là, vous avez des secrétaires d'État qui se tournent les pouces, qui ne savent pas quoi faire, qui ne servent à rien. Donc, on parle de commerce non essentiel. Je pense qu'on pourrait parler de ministère non essentiel et commencer peut-être à tailler dans le lard. Et donc, eux avaient des boucles Telegram à l'époque de Sibeth Ndiaye où ils parlaient, mais ça fuitait dans la presse. Donc, ils ont même plus ça pour se connaître. Donc les ministres qu'on a là du gouvernement Castex sont des étrangers les uns pour les autres. Et certains n'ont plus rien à faire. Donc le télétravail, y compris pour un ministre, ça ne fonctionne pas forcément. Donc imaginez en entreprise quand vous avez des clients, des délais et vous devez aussi gérer une équipe, avoir un collectif. En télétravail, parfois c'est un peu deux choses. Est-ce qu'elles n'ont pas joué le jeu quand même les entreprises Justement, j'allais le dire. Alors écoutez, franchement, tous les bureaux, moi je passe ma vie à aller voir des gens ou à recevoir. Les bureaux, il y a 3 mètres d'écart, on met son masque. Toutes les entreprises normales et sérieuses ont joué le jeu. Mais c'est pas ça le sujet. C'est que comme encore une fois, on n'isole pas et on met pas en quarantaine, les gens, ça continue, quoi. Et puis il y a des gens qui ont peur de ne pas aller travailler, ça c'est dommage, et qui sont au cas contact ou qui sont pas très bien et qui vont quand même. La responsabilité individuelle. Oui, mais alors moi je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'on sait est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont vraiment pas joué le jeu? Enfin, j'ai croisé des gens moi qui sont en télétravail depuis 1 an dans des très grosses entreprises. Ils n'en peuvent plus d'ailleurs ceux qui sont en télétravail. Plus, absolument. Donc est-ce que c'est la solution? On revient toujours à la question du vaccin. On voit que les pays pour faire accepter, Valérie, pour faire accepter un certain nombre de choses, il faut qu'il y ait des soupapes dans les principes. J'ai écrit que la France était devenue une cocotte minute. Prenez le cas des universités. Si vous faites du télétravail uniquement pour les cours, les gosses sont largués. Il faut qu'ils puissent régulièrement se retrouver
en université en respectant un certain nombre de préconisations sanitaires. Donc, c'est là où il faut se garder de ce discours soi-disant universel et de bon sens qui ne correspond pas à la réalité. Mais on a bien vu que dans le cas des universités, des théâtres, on peut très bien avoir des théâtres qui vont respecter les normes sanitaires et qui vont pouvoir fonctionner. Et c'est là où il y a eu des décisions gouvernementales, non seulement liberticides, mais idiotes. Oui, idem pour les cinémas. Enfin, on n'arrive pas à comprendre tout ça. Non, mais voilà, ce qui manque, c'est de la compréhension. On ne sait pas, en fait, pourquoi on nous demande tous ces efforts, toutes ces idioties. Le coup de l'autorisation de sortie, la dernière en date, c'était l'illustration parfaite de cette gestion de crise. On est dans Uburois. Oui, mais surtout que les Français sont disciplines. Franchement, parce qu'il n'y a pas eu de grosses manifestations comme il y a pu y avoir dans d'autres pays. Il n'y a pas eu les gens ont plutôt respecté les. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont mis en place les Ausweis. N'est-ce pas? Non, on est le seul. Non, on est le seul. Il n'y a que nous. Donc on n'est pas complètement les seuls, mais on est les meilleurs. On est les meilleurs du monde en matière d'Ausweis. Voilà. Oui, ça rappelle des souvenirs. On pourrait les exporter d'ailleurs avec les hauts fonctionnaires qui les ont rédigés. Ça ferait peut-être un lot. Absolument. En tout cas, on voit que les États-Unis accélèrent et qu'ils sont en train de vacciner les 30 ans. En Israël, les boîtes de nuit ont réouvert, les restaurants, et que visiblement, je lisais ce matin que qu'il n'y avait pas de rechute, enfin qu'il y avait très peu de cas positifs. C'est vrai que c'est là. Vous voyez, Valérie, je pense que sur la vaccination, comme sur toute cette crise, le gouvernement anticipe et agit avec défiance vis-à-vis de la population. Souvenez-vous, au début de la vaccination, finalement, l'obsession du gouvernement, c'était les Français ne vont pas vouloir se faire vacciner, donc on va partir doucement. C'était la belle excuse aussi. Oui, peut-être, mais on va gérer les personnes les plus vulnérables. Mais il y avait quand même cette idée, souvenez-vous, des déclarations de M. Fischer, qui était obsédé par l'acceptation par la population de la vaccination. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, les Français, ils ont, comme tous les peuples du monde, très envie de sortir de ça, très envie de vacciner, et qu'ils attendent du gouvernement de pouvoir l'être. Mais dans l'entreprise, depuis le début sur une présomption de défiance vis-à-vis du peuple français, qui serait pas capable de comprendre les consignes, qui serait pas responsable, qui respecterait pas, qui serait latin, qui aurait peur de tout, qui serait complotiste, etc. Au final, le bilan qu'on peut tracer depuis un an, c'est que les Français se sont mieux comportés que leurs gouvernants. Alors, il y a un mot quand même dans l'entreprise. C'est que Macron a dit, il a repris la phrase de Herriot, puisque je suis leur chef, je les suis. Et c'est ça le problème, c'est qu'il s'est enfermé dans la com, alors qu'il y a un moment, il fallait dire, bon, on va faire ça, les gars. Mais franchement, dans l'entreprise, quand vous passez une commande, je vous donne un exemple de composants pour l'automobile, et que ça n'arrive pas, il y a un problème, eh bien, on envoie un avion, ça a un coût, mais on construit quand même la voiture. J'ai l'impression qu'en France, on en est mais très loin de ça. On continue à attendre. Un auditeur me rappelle que dans l'éloge du président de la République, il y a celui de Richard Ferrand qui avait dit il pourra un jour briguer l'agrégation d'épidémiologie. Donc, il a de la chance. J'ai déjà qui brigue un second mandat en 2022, puis on en reparlera. Voilà, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.